Un petit focus sur les principales nouveautés introduites par le règlement abus de marché qui, comme vous le savez, va remplacer la précédente directive abus de marché. Tout d'abord, pour rappeler les raisons qui ont conduit le législateur à se pencher sur l'opportunité de promulguer un nouveau dispositif en matière d'abus de marché, considérant donc que la directive abus de marché était dépassée par les évolutions du marché et par les évolutions d'ordre technologique. Aussi, donc, les instances européennes ont promulgué non pas une directive, mais un règlement d'application directe, ce qui conduit en effet à renforcer et à harmoniser le cadre juridique en la matière. Donc un règlement dont le champ d'application est élargi. Je vais le détailler tout à l'heure, mais la directive abus de marché s'intéressait essentiellement aux instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés. Désormais, le règlement abus de marché a un champ élargi aux instruments financiers admis à la négociation, non seulement sur un marché réglementé, mais aussi un MTF ou un OTF. Le règlement abus de marché s'étend également aux dérivés de matières premières, aux quotas d'émission et aussi aux indices, puisqu'en fait, ce règlement a été rédigé en plein scandale du Libor. Donc, les objectifs du règlement, effectivement, c'est renforcer et harmoniser le cadre juridique, renforcer et harmoniser également les pouvoirs des autorités compétentes pour détecter et sanctionner les abus de marché. Donc, on va voir que le dispositif abus de marché s'accompagne d'une directive sur les sanctions que je ne vais pas développer ici. Ce règlement vise à renforcer la coopération entre autorités compétentes et bien sûr répondre au scandale du Libor. Donc, avec un champ d'application élargi, comme je vous le disais, qui inclut désormais les instruments financiers admis à la cotation, enfin listés sur un MTF, un OTF, les dérivés de matières premières et les indices de référence. S'agissant maintenant des principales obligations qui sont posées dans ce règlement, on retrouve tout d'abord l'ancienne définition de l'information privilégiée qui résultait de la directive abus de marché qu'on connaît déjà avec l'approche multicritère. L'information privilégiée, une information à caractère précis, non public, qui concerne un ou plusieurs émetteurs ou instruments financiers. Information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours. Le règlement abus de marché. Oui, alors, la clé de lecture des slides, c'est que le rouge, c'est ce qui est nouveau. Le bleu, c'est ce qui est ancien. Enfin, le noir, c'est ce qui est ancien. Donc, est également une information privilégiée pour les dérivés de matières premières, une information dont on attend raisonnablement qu'elle soit divulguée ou qui doit obligatoirement l'être. On retrouve également dans les grandes lignes l'ancienne définition de l'opération d'initié, avec toutefois un ajout qui est que le fait pour une personne non initiée de réaliser une transaction sur la base d'une recommandation qui lui a été transmise par un initié, lorsque la personne qui a donc reçu l'information sait ou devrait savoir que l'information transmise est basée sur une information privilégiée, est assimilée à l'utilisation d'une information privilégiée. Divulgation illicite d'une information privilégiée, je passe, c'est inchangé dans les grandes lignes. La manipulation de marché, maintenant, là encore, on retrouve dans les grandes lignes une ancienne définition de ce que c'est que la manipulation de marché, avec toute transaction ou tout ordre ou tout comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses au marché, qui fixe le cours d'un instrument financier à un niveau artificiel. Et là, je m'aperçois qu'il manque du rouge, puisqu'on voit que ces dispositions s'appliquent également, bien sûr, aux dérivés de matières premières et aux quotas d'émission. Les manipulations de marché incluent également toute transaction, ordre ou tout autre comportement qui influence ou est susceptible d'influencer le cours d'un instrument financier et donc d'un dérivé de matières premières ou d'un quota d'émission. Constitue également une manipulation de marché la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, là-dessus rien de nouveau, ou la transmission d'informations fausses ou trompeuses sur un indice de référence, et là clairement on vise les opérations Libor,
ou tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence. Le règlement abus de marché réintroduit l'ancienne présomption de légitimité pour un certain nombre de pratiques qu'on appelle les pratiques de marché admises, en reconduisant les anciennes dispositions qui disposent notamment que l'interdiction de manipulation de marché ne s'applique pas aux transactions qui sont réalisées dans ce contexte. Alors bien sûr, ces pratiques de marché admises sont strictement encadrées, avec néanmoins une latitude importante laissée aux autorités compétentes de réguler ces pratiques de marché admis, et puis un régime de transparence renforcé pour ces pratiques de marché admises sous l'empire du nouveau règlement abus de marché. Des dispositions, là encore, que l'on connaissait précédemment en matière de rachat d'actions. On est là encore dans une présomption de légitimité, dans certains cas, spécifiés dans le règlement, pour peu que ces rachats d'actions répondent à un nombre limité d'objectifs et qu'elles se réalisent sous certaines conditions, notamment de transparence, avec notamment l'obligation pour l'émetteur d'informer l'autorité compétente. Désormais, sous l'empire du règlement abus de marché, ces opérations de rachat d'actions propres, et notamment les conditions d'intervention sur le marché dans le cadre de ces opérations, sont plus strictement encadrées. En particulier, ne bénéficieront plus de la présomption de légitimité les transactions réalisées hors marché réglementé et SMN, ainsi que les transactions réalisées sur des dérivés. Donc là, en fait, ce que je vous décris là, c'est à la fois les dispositions qui résultent du règlement abus de marché lui-même, mais aussi des projets de textes délégués qui ont été adoptés par la Commission et qui sont actuellement soumis au pouvoir d'opposition du Parlement et du Conseil. Programme de stabilisation, là encore, on est dans des opérations qui bénéficient d'une présomption de légitimité. On retrouve là encore reconduites les anciennes dispositions de la directive abus de marché, avec néanmoins un encadrement plus fin au niveau 2 des opérations concernées et des obligations déclaratives associées, avec notamment des dispositions, des obligations renforcées pour ce qui est de la pratique de ce qu'on appelle le rafraîchissement de la green shoe. Alors maintenant, des dispositions totalement nouvelles qui sont posées à l'article 11 du règlement abus de marché et qui portent sur les sondages de marché. En fait, ces dispositions, elles ne sont pas tellement nouvelles pour nous, acteurs français, puisqu'on disposait d'ores et déjà d'un cadre réglementaire dans le règlement général. Néanmoins, ces dispositions, les sondages de marché sont désormais, ce qui est une bonne chose, régulés au plan européen, à l'article 11 donc, du règlement abus de marché. Donc cela fait suite à une initiative conjointe de la France et des Britanniques qui étaient également soucieux de ce que ces sondages de marché, donc qui s'inscrivent dans le contexte plus général de la diffusion d'informations privilégiées. Donc je vous rappelle que, en vertu des dispositions relatives aux abus de marché, est interdite la divulgation d'informations privilégiées, sauf dans un cadre très spécifique et très strictement encadré, dans le cadre normal de l'exercice des fonctions par les professionnels de marché, et les sondages de marché s'inscrivent dans le cadre de cette dérogation. Donc les dispositions relatives aux sondages de marché posent tout d'abord une définition de ce que c'est qu'un sondage de marché, qui est d'ailleurs pas très éloignée de celle qu'on connaît dans notre droit national, et définissent donc les sondages de marché comme étant la communication d'informations, donc pas nécessairement privilégiées, d'informations, avant l'annonce d'une transaction, afin d'évaluer l'intérêt d'investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle, ainsi que les conditions attachées à celle-ci, comme les conditions de prix ou de taille, précise le texte, et donc communication d'informations à un ou plusieurs investisseurs potentiels. Donc le champ des sondages de marché, en vertu du règlement abus de marché, est plus large que celui que l'on connaît dans notre règlement général, et notamment les sondages de marché, en vertu de l'article 11 du
du règlement abus de marché s'applique également aux émetteurs et s'applique également aux opérations de fusion-acquisition. Les dispositions de l'article 11 sur les sondages de marché font obligation tant au sondeur qu'à la personne sondée de procéder à l'évaluation de la qualité de l'information qui s'apprête à transmettre, donc information privilégiée ou non. Et ensuite, l'article 11 pose une présomption de légitimité de la transmission d'informations privilégiées réalisées à l'occasion d'un sondage de marché, pour peu que cette transmission se fasse dans le respect d'un certain nombre de dispositions qui sont posées dans cet article 11, notamment des obligations de record keeping. La Commission donc, a adopté récemment des textes délégués qui précisent les conditions dans lesquelles doit s'appliquer cet article 11 relatif au sondage de marché. Et donc, l'ESMA travaille en ce moment sur des guidelines qui doivent s'appliquer cette fois aux personnes sondées et non plus aux sondeurs. Il est fort probable que les actes délégués qui soient adoptés définitivement étendent les obligations notamment de record keeping à tout sondage de marché, qu'il soit ou non accompagné de la transmission d'une information privilégiée, ce qui là encore n'est pas tellement nouveau pour nous, acteurs français, puisque en réalité c'est ce qu'on connaît d'ores et déjà. Un autre sujet qui est traité dans le règlement abus de marché, c'est la prévention et la détection des abus de marché, parce que je vous rappelle que la directive abus de marché obligeait déjà un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels les opérateurs de marché, mais aussi les entreprises d'investissement, les gestionnaires de plateformes de négociation, et plus généralement toute personne qui organise ou exécute des transactions, donc à mettre en place un certain nombre de dispositifs destinés à identifier les opérations suspectes de constituer des abus de marché. Donc, désormais, 3 principales nouveautés. Ce dispositif est étendu aux ordres et plus seulement aux transactions suspectes, première nouveauté. Deuxième nouveauté, ce dispositif est étendu aux tentatives d'abus de marché et plus seulement aux opérations d'abus de marché. Bien sûr, le champ est élargi, mais ça, j'y reviendrai pas à chaque fois. On est toujours sur un champ en termes d'instruments financiers qui s'étend aux instruments financiers cotés sur DSMN, OTF et dérivés de matières premières. Et puis, troisième nouveauté, plus d'ordre opérationnel, on trouve désormais dans les actes délégués un formulaire standard de notification aux autorités compétentes des opérations suspectes d'abus de marché. Un dispositif tout nouveau instauré par le règlement d'abus de marché, c'est le dispositif de lancement d'alerte, ou plus couramment appelé whistleblowing, qu'on trouve posé à l'article 32 du règlement d'abus de marché. Donc, le règlement abus de marché dispose que les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de violations réelles ou suspectées au règlement abus de marché, et que ces procédures doivent notamment assurer la protection des données à caractère personnel, à la fois de la personne qui dénonce l'agissement suspect et de la personne suspectée d'avoir commis des abus de marché. Les textes prévoient également que l'obligation pour les entités soumises à la réglementation financière, les entités régulées, de mettre en place des procédures permettant le signalement en interne, et le règlement abus de marché prévoit la possibilité pour les États membres de prévoir des incitations financières au signalement d'opérations d'abus de marché. S'agissant, excusez-moi, ça fait un peu inventaire à l'après-vert, mais c'est vrai que le texte est assez disparate et couvre tout un ensemble de dispositions de nature un peu différente. Donc, le règlement abus de marché régule les obligations de publication d'informations privilégiées. Je vous rappelle que la directive abus de marché faisait obligation aux émetteurs de publier dès que possible, donc de porter à la connaissance des marchés les informations privilégiées à leur disposition. Bien sûr, en termes d'instruments financiers, le champ de cette disposition est élargi. On trouve aussi dans le règlement abus de marché des dispositions spécifiques
pour les membres pour les instruments financiers cotés sur un SMI Gross Market, donc un marché de croissance, et la possibilité de publier sur le site de la trading venue sur lequel ces instruments financiers sont cotés. La directive abus de marché prévoyait la possibilité, dans certains cas et sous tout un ensemble de conditions, de pouvoir différer la possibilité, donc pour un émetteur ayant connaissance d'une information privilégiée, de pouvoir légitimement différer la publication d'une information privilégiée. Le règlement abus de marché ajoute la possibilité de pouvoir différer une information privilégiée dans les cas où cette diffusion remettrait en cause la stabilité financière des établissements. S'agissant maintenant des listes d'initiés, donc je vous rappelle l'obligation ancienne pour les émetteurs et toute personne agissant en leur nom de tenir une liste d'initiés. Donc là encore, on trouve dans le règlement abus de marché un assouplissement pour les émetteurs sur les marchés de petites et moyennes entreprises qui n'ont l'obligation d'établir une telle liste qu'à la demande de l'autorité compétente. Donc les déclarations des dirigeants maintenant. Donc on trouvait dans le règlement abus de marché l'obligation de divulguer les transactions réalisées par les émetteurs par les dirigeants des émetteurs au-delà d'un seuil de 5 000 €. Bien sûr, le champ est élargi en termes d'instruments financiers. Il s'applique également aux dirigeants des participants au marché de quotas d'émission. Il s'applique également aux dirigeants de toute plateforme d'enchères, adjudicateurs et de l'instance de surveillance des enchères de quotas de CO2. L'autre information significative en matière de déclaration des dirigeants, c'est que le délai de déclaration de ces opérations est réduit de 5 à 3 jours et qu'est prévue une fenêtre négative de 30 jours avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année, et la possibilité pour un émetteur d'autoriser des transactions pendant cette fenêtre et sous un certain nombre de conditions restreintes. Enfin, et ça sera le dernier point, les recommandations d'investissement. Je vous rappelle que la directive abus de marché prévoyait tout un ensemble de dispositions ayant vocation à s'appliquer à la présentation des recommandations d'investissement, notamment des analyses financières en réalité. Donc on retrouve à l'identique toutes ces règles qui prévoient que les recommandations d'investissement soient présentées de manière objective et distincte, en particulier les appréciations des éléments factuels et également présentent l'ensemble des conflits d'intérêts qui peuvent affecter l'indépendance de l'analyse financière qui publie et diffuse les analyses financières correspondantes. On trouve les principaux changements apportés par le règlement abus de marché et ses textes d'application. C'est tout d'abord l'extension du champ du niveau 2 du règlement abus de marché à toute personne produisant des recommandations d'investissement, y compris à titre non professionnel, et la création dans ces projets de RTS d'une nouvelle catégorie qui n'avait pas été précédemment identifiée dans les textes d'application de MAD, que sont les experts, dont la définition d'ailleurs est donnée dans le projet d'acte délégué, qui sont des personnes qui produisent de manière fréquente des recommandations d'investissement et qui sont reconnues comme faisant autorité, enfin quelque chose comme ça, sur les marchés. Et puis enfin, on trouve de nouvelles dispositions, notamment de disclosure des conflits d'intérêts. Auparavant, sous l'empire des textes MAD, l'analyse financier devait diffuser ses participations au capital de l'émetteur sur lequel il publie au-delà d'un seuil de 3%. Désormais, le disclosure des conflits d'intérêts doit se faire sur une position nette déjà, courte ou longue,
Et ce disclosure doit se faire alors sous la forme de... Donc il n'est pas exigé de l'émetteur d'une analyse financière qui diffuse le niveau de sa participation, enfin entendu comme position courte ou longue, mais il est exigé de l'analyse qu'il divulgue l'information selon laquelle, oui ou non, il est au-delà d'un seuil de 0,5% en position nette, que cette position nette soit courte ou longue. Voilà, et j'en ai fini pour ce qui est d'abus de marché. Et je vous propose donc, oui, et donc pour mémoire, donc les dispositions sur les sanctions qui sont issues en particulier de la directive sur les sanctions qui a accompagné la publication du règlement abus de marché, que je ne vais pas développer ici, ont en grande partie été transposées, seront transposées dans la loi Sapin 2.